Yo, re-bienvenue à Creative Mood. Cette semaine, je me suis entretenu avec Pauline Loctin, une sculptrice papier / paper artist / cutie, man. Pauline, ça fait 5 ans maintenant qu'on est voisins de studio. Elle a commencé dans le sous-sol comme moi, sauf que elle est allée vers de greener pastures. Maintenant, elle est rendue au 3e étage. C'est ça qui arrive quand t'as carrière d'école, man. Écoutez, Pauline, c'est quelqu'un qui a une discipline extraordinaire et qui est obviously doté d'une patience de moine. Du moins, on va découvrir dans le podcast que c'est pas toujours le cas. Ouais, je suis vraiment content d'avoir eu la chance de m'entretenir avec elle cette semaine parce que, tu sais, c'est drôle, man. C'est ça. C'est quelqu'un que je croise souvent, puis on n'a juste jamais le temps de discuter, mais c'est vraiment unique ce qu'elle fait. Et puis, j'ai vraiment hâte d'avoir un support vidéo pour vous montrer justement là, le travail de tous ces gens qui est vraiment fantastique. Et donc, pour l'instant, ça va être sur Instagram que je vais partager ça. J'ai plein d'autres belles entrevues là, qui s'en viennent. Mon Dieu, j'en ai enregistré plein là, qui sont dans ma banque, qui vont être release avec des sorties d'albums. Les choses vont super bien, man. Les écoutes ont doublé en 1 mois. Ce qui est assez fantastique, ce qui est assez dur à croire. Vraiment, merci, guys, là, de vous joindre à toute cette aventure-là, puis d'être patient avec moi, man, pendant que j'apprends comment faire des entrevues, animer des discussions, poser des bonnes questions, puis pas tituber dans mes mots, tu sais. Quoi qu'il en soit, il y a plein aussi de belles choses qui s'en viennent avec Moodboards, puis ce que j'essaie de faire aussi, c'est de structurer mes intros, des bullet points, des talking points, comme on dit. C'est tellement de choses à faire. En ce moment, on est en train d'appliquer pour des bourses. Yo, y a-t-il quelqu'un ici, man, qui peut m'aider avec mes bourses, man, pour le podcast? That's what's up. Like, j'ai besoin d'aide, man. J'ai pas mal toute l'info, mais, you know, holla at your boy. He needs help. Je vous laisse en vous disant que je loue mon studio Oaz Gang. Fait que si tu veux venir louer pour une session ou 2 ou 3, you know what to do. Je vous invite à m'écrire à creativemoodpodcast@gmail.com et je vous laisse en disant que je sors très très bientôt une chanson, un vidéo et des belles photos pour accompagner le tout, en espérant vous voir live bientôt, les amis. Prenez soin de vous, c'est super important. Passez une belle semaine. Ah ben ça, man, ça c'est le struggle de tout le monde, là, tu sais, comme écrire un press kit, genre, tu veux dire? Ouais. Ouais, moi j'embauche des gens en même temps pour le faire à ma place. Tu sais, c'est drôle, man, parce que je pourrais écrire un press kit à n'importe qui. Je suis super bon avec les mots, mais je pourrais jamais écrire le mien. Ah, mais de toute façon, avoir le recul sur soi-même, c'est pas possible. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est impossible. T'en parles à n'importe qui, en fait, ils vont tous te dire la même chose. Même les gens qui écrivent, hein. Ouais. C'est quasiment impossible parce que t'as pas le recul nécessaire pour le faire. Les gens qui expliquent le mieux mes œuvres, c'est pas moi, hein. Ah. C'est les autres. J'en doute pas une seconde. Hey, Pauline, je suis content de t'avoir ici ce matin. Oui, moi aussi, je suis content d'être là. Merci d'être venue. Merci. Ça fait... pour mettre en contexte tout le monde, ça fait genre 5 ans qu'on se connaît, toi puis moi. Oui. Puis on n'a jamais vraiment pris la peine de se parler. C'est vrai. C'est drôle, ça, quand même. Puis je te croise quand même souvent, puis toujours c'était qui, puis tu sais, good vibes, puis... Ouais, puis en même temps, mais c'est cool parce que, par le fait même, t'es aussi la seule personne que je connais qui pratique ce que tu pratiques, toi. Tu fais de l'origami, genre? Est-ce que toi, t'appelles ça comme ça? La base de ce que je fais, c'est de l'origami. Après, moi, maintenant, je me considère plus comme paper artist et maintenant une sculptrice de papier parce que j'ai dû changer la terminologie. Parce que les gens, quand tu dis origami, associent
mon art a vraiment des choses particulières, comme les oiseaux, les cranes, les papillons, et c'est absolument pas ce que je fais, mais ça vient du fait que l'origami est très peu connu, en fait, finalement. Ouais, ben oui. La discipline au complet est Je beaucoup connais plus... pas ça du tout. Ouais. Ouais, c'est une discipline qui est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup plus de familles, de types d'origami différents, mais les gens, ils focusent sur ce qu'ils connaissent, on va dire, en général. Ben, Et, tu sais, c'est la chose qu'on voit, comme tu dis, là, un signe en papier, puis voilà. une grenouille, là, tu sais. Et il y a une artiste qui m'avait dit, si tu veux vraiment comme que les gens comprennent mieux ce que tu fais, sans voir en fait, tu vois les œuvres, juste change les mots que tu utilises. Ouais. Et en fait, j'ai suivi ce conseil-là et maintenant, dire que je fais de la sculpture, ça me correspond mieux que de dire que je fais de l'origami en fait. OK, j'aime ça. Finalement, dans le fond, les mots sont importants. Oui. Fait que tu as dit genre... Répète-moi ça, t'as dit sculptrice papier? Non, t'as dit paper artist et... Oui. Mais c'est parce que paper artist, c'est le terme générique aussi qui est utilisé pour l'art du papier, pour dire que c'est ça que tu fais. Ouais. Mais pareil, paper artist, on est vraiment une belle gang sur la planète là, de gens qui font ça professionnellement. Et en fait, les catégories de paper artist, il y en a plein. Okay. Il y en a, ils vont faire que de la découpe. Il y en a, ils font de l'origami comme moi. Il y en a... Il y a vraiment énormément aussi de disciplines là-dedans, fait que dire que t'es juste paper artist, c'est pas suffisant. En tout cas pour moi, c'était pas suffisant pour expliquer ce que je faisais. Ouais, c'est comme dire je joue de la musique. Non, c'est ça, le terme il est trop large. Hein. Ouais. Mais Pauline, on va recommencer un peu, man, parce que ça m'intéresse tout ça. Quand je t'ai rencontré, tu m'as dit que tu jouais du violon, que tu as étudié en violon. J'aime ça. Puis en plus, si j'ai bien compris, t'es fucking bonne en violon, là. C'est genre... En fait, maintenant, j'ai du mal à... j'ai du mal à le dire maintenant parce que ça fait 10 ans que je joue plus. Mais oui, je me suis quand même rendue jusqu'au conservatoire. Genre, j'étais 1 an avant mon prix de violon quand j'ai arrêté. Shit. Ouais. Yo. Ouais. J'ai quand même une maîtrise en musicologie, fait que ça aussi, c'est pas... c'est pas rien, mais la base de mes études, c'est ça. J'ai passé 20 ans en musique. Pour finalement arrêter. Wow. Ça, ma mère, elle m'en veut encore, je pense. Ben, écoute, moi, si j'étais ta mère, je t'en voudrais aussi, là. No joke. Je serais comme, fuck! À 1 an près, là, tu sais. Wow. Ouais. OK. Puis, qu'est-ce qui a fait que t'as fait le switch, finalement? Je sais même pas tout ça, tu sais. On se parle tellement pas. Ouais. Mais en fait... Genre, je suis venue à Montréal parce que je finissais ma maîtrise en musicologie. Et déjà, à partir de là, genre, j'avais déjà commencé à décrocher du conservatoire. C'est-à-dire qu'en France, en fait, tu fais les 2 cursus. Tu peux pas faire... tu sais, ici, à l'université, tu peux faire interprétation, violon, par exemple. Je sais que c'est un programme à l'Université de Montréal. En France, les 2 sont séparés. C'est où tu fais le conservatoire, ou tu fais l'université. Moi, comme une folle, j'ai décidé de faire les 2 en même temps. Et que c'est sûr que c'était beaucoup. Tu sais, c'est comme aller à l'université à temps plein et faire le conservatoire à côté, sachant que le conservatoire, c'est forcément les cours de violon, c'est l'orchestre symphonique, c'est puis aussi tous tes cours que tu fais à côté, genre le solfège, tout ça. Mais à côté, je faisais musicologie, parce que aussi ma mère m'avait dit oui, mais tu sais, genre musicologie, qu'est-ce que c'est? C'est plus histoire de la musique. Analyse musicale aussi énormément, et aussi ça prépare les gens à être prof de musique en école. C'est ça, le côté académique finalement. Exact, ouais. Okay. Fait que moi je voulais pas spécialement être prof de musique, ça a jamais été dans mon cursus. Moi vraiment j'ai toujours voulu travailler en maison de disques, ça c'était vraiment mon but. Je l'ai fait, je l'ai quand même fait, c'est pas comme si c'était un but que j'avais pas atteint. Mais après je pense qu'une fois que j'ai embarqué dans l'industrie de la musique, je me suis rendu compte que j'avais toutes les connaissances musicales, je pouvais être en studio avec les musiciens, je pouvais faire... Mais en fait, c'est pas ça la job. C'est pas ça la job. La job, c'est d'être devant un ordi. Puis envoyer des courriels, tu veux dire? Envoyer des courriels. Je m'occupais de la distribution des disques. C'est des trucs que j'ai appris beaucoup, mais c'était pas... Waouh! Genre comme, tu sais, je vais faire ça toute ma vie. Et à ce moment-là aussi, et j'ai l'impression d'être vieille en disant ça, mais c'est pas grave, mais c'était le début de Facebook, c'était le début des social media. Fait que, tu sais, je me suis mis à fond dans le marketing web parce que, tu sais, en musique, à ce moment-là, c'était vraiment le focus, c'était ça. Et je me suis spécialisée en marketing web. Et suite à ça, en fait, j'ai commencé... Step 1. Ouais, j'ai bifurqué de la musique à la stratégie web
pas par accident, mais juste parce que ça s'est fait organiquement en fait. J'ai commencé à prendre des premiers contrats en tant que stratège web, des amis musiciens, whatever, là, tu sais, je leur faisais leur site web, je m'occupais de leur stratégie en ligne parce que... Tu étais bien placé pour savoir voilà, les besoins, c'est clair. Ouais, j'avais un pied dans les deux mondes, fait que c'était facile. Puis, ouais, pendant après au moins 7 ans, j'étais stratège web à mon compte, indépendante. Oh, ouais. Et je faisais des sites web, je faisais... I know. Ouais. Mais ça me plaisait. Le pire, c'est que, en fait, moi, quand je me mets dans quelque chose, tu sais, je vais y aller à fond, je vais apprendre le truc et ça m'a plu pendant un temps. Sauf qu'à un moment donné, ben, je me suis perdue, en fait, et j'étais comme, OK. Puis, en fait, tu sais, quand t'as moi, la musique, c'était ma passion. Hein. J'ai commencé, je pense que j'ai dû commencer à emmerder ma mère à vouloir faire de la musique. Je devais avoir 6 ans. Hein. Fait que ça venait pas. Okay. C'était un truc, j'avais vu quelqu'un jouer du violon. Quelqu'un m'a présenté les instruments de musique à l'école. Ils sont venus présenter un quatuor à cordes. Et j'ai vu le violon et à partir de là, c'était comme... Je disais à ma mère quasiment tous les jours, je veux apprendre à jouer du violon. Oh, ouais. Et pendant un an, j'ai tenu ma mère parce que je voulais aller je voulais apprendre. Wow. Sauf que dans ma famille, personne n'a jamais fait de musique. C'était vraiment pas comme dans l'environnement. Fait que ma mère, elle a mis longtemps, je pense, à... Puis moi, j'étais tellement tenace quand j'étais petite, fait qu'elle a juste abandonné à un moment donné. Mais... Je sais pas si ça a changé vraiment, finalement. Non, vraiment pas. Moi, quand je veux faire quelque chose, je vais le faire. Fait que... J'en doute pas une seconde. Puis, non, qu'est-ce que je disais? Mais, en fait, c'est ça. Et, mais ça, c'était une passion, tu vois. Genre, c'était... Même encore aujourd'hui, hein, je te dirais. Hein, genre, quelqu'un qui me connaît, là, ils vont te le dire, là. Moi, je peux pas vivre sans la musique. C'est-à-dire que ça commence le matin, c'est toute la journée. Je peux pas créer tant que j'ai pas trouvé la musique qui me met dans le mood, genre, pour créer. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit récemment que ça se voyait que j'avais fait de la musique dans mes œuvres. Et ça, par contre, c'est la première fois qu'on me le disait. Et j'étais comme, OK. Et moi, je voyais pas spécialement de lien. Et en fait, je me rends compte que sûrement que je fais des liens sans le vouloir, en fait. Ah, j'en doute pas une seconde que tu dois faire toutes sortes de liens magnifiques. Ouais, puis aussi parce que, tu sais, les musiciens sont sûrement dans mes amis proches, là, j'ai bien plus d'amis musiciens que d'amis en art visuel. Ça, je me suis rendu compte de ça dernièrement. J'étais comme, OK. J'en doute pas, ouais, c'est... Ben, tu sais, veux pas, man, tu sais, c'est ça la joke, là, tout le monde joue un peu de musique, mais genre, tu sais, faire ce que tu fais, c'est vraiment plus... c'est plus particulier dans ce sens-là, je pense. Ouais, non, c'est sûr. Puis, tu sais, la musique, vu que ça m'inspire, c'est une des sources principales de ma création, en tout cas. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que, tu sais, comme j'en écoute tout le temps, ben, puis aussi parce que, tu sais, j'ai une oreille musicale qui est, on va dire, sûrement quand même assez large. Tu penses? Mais dis-moi, genre, selon toi, comment si, admettons, on devait réfléchir une seconde, tu sais, comment est-ce que tu penses concrètement que ça aurait pu influencer quelque chose? Tu sais, est-ce que, genre, une pochette d'album, un style de musique va influencer peut-être une couleur? Mais c'est drôle que tu parles de couleur, parce que dernièrement, j'ai raconté une histoire à une amie, là. Bref, genre... C'est pas que j'étais pas bonne en musique, parce que je me suis quand même rendue là où je me suis rendue, mais tu sais, les conservatoires ont une façon assez particulière des fois de te faire sentir ou de te faire apprendre la musique. Et ce que je disais à mon ami, c'est que quand tu rentres dans un conservatoire, d'office, ils pensent que t'as l'oreille absolue, qui est le fait d'entendre tout, t'entends un la, tu sais que c'est un la. Moi, j'ai pas l'oreille absolue, fait que j'ai dû combattre toute ma vie à me dire que j'étais pas bonne parce que je n'ai pas l'oreille absolue. T'as sûrement l'oreille relative. Exactement. Mais j'ai appris assez tard, grâce à un prof, que j'avais l'oreille relative. Et il m'avait dit un truc qui maintenant, je me dis, tiens, ça a dû m'influencer parce qu'il m'avait dit, faut pas que, comme t'as l'oreille relative, il fait toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que t'écoutes les couleurs. Les couleurs d'accords. Non. Ouais, parce qu'à chaque fois, il voyait que j'avais du mal, tu sais, genre aux dictées, les dictées d'accords et tout. Je rushais ma vie. Et un jour, il m'a dit ça. Il m'a dit, toi, faut que tu écoutes les couleurs. Et je pense que c'est peut-être quelque chose que j'ai intégré. Parce que après, vraiment, genre, une fois que j'ai compris ça, genre, ça a ouvert tout un autre univers, tu sais. Et peut-être, ouais, je me dis que ça a dû... énormément influencé le fait que maintenant ma relation à la couleur dans mon travail aussi, c'est vraiment comme quelque chose que j'intègre, que j'écoute et que sûrement je dois remettre dans mon travail aussi. Sans le savoir, j'en douterais même pas une seconde parce que tu sais, c'est drôle la particularité que toi puis moi on partage en tant qu'artiste visuel, tu sais.
moi, je pense en couleur. Puis, tu sais, veux pas, toi, genre, ton output, c'est la couleur. Tu sais, fait qu'il y a comme cette espèce de connexion-là qui se fait sans même qu'on le veuille, tu sais. Combien de fois, genre, une œuvre que je vais regarder va m'influencer à cause de ses couleurs. Puis c'est drôle parce que c'est tellement comme... Comment est-ce qu'on peut même relativiser la couleur? Ça n'a aucun bon sens, tu sais, c'est comme, ça veut rien dire, c'est juste du bleu. Ce que le bleu pour toi veut dire pour moi, c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, c'est full primordial dans ce qu'on fait, genre. Ah ouais, non, c'est clair. OK, fait que là, genre, toi, t'as bifurqué pendant 7 ans, rien de moins. Ouais. Puis comment t'es tombé sur le papier? Ben, en fait, disons que après ton parcours là-dedans, là, toi, t'as comme catché social media game, t'as catché beaucoup de choses. Là, tu sais, si t'as commencé en même temps que Facebook, genre 7-8 ans plus tard, on s'entend que c'était quand même rendu une industrie qui était vraiment en plein essor. Oui. Puis est-ce que ça t'a comme un peu encouragé à dire je pourrais faire quelque chose moi-même, genre? Même pas, en fait, je pense qu'à un moment donné, je me suis juste retrouvée devant mon ordi et j'étais comme, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis assis devant un ordi? Tu vois, genre, c'était pas ça que je devais faire. En fait, ça, c'est pas quelque chose qui m'était même jamais arrivé. Parce que oui, aux études, tu peux être sur un ordi un peu, mais moi, la plupart du temps, je passais 8 heures sur un violon, fait que le rapport est complètement différent. J'avais pas ce rapport-là d'être, tu vois, devant un écran. Alors, j'étais tout le temps dans la création, fait que, en fait, c'est venu parce que, et ça, je pense que c'est des trucs d'enfance qui sont venus me rattraper aussi. Ma mère, elle est très créative. Elle fait tout le temps des trucs. Ma mère est artiste peintre. Elle ne veut pas que je le dise, mais elle l'est. Elle fait de la sculpture, elle peint. Elle est très manuelle. Elle nous a toujours fait faire un tas de choses. The apple doesn't fall far from the tree. Comme non, c'est ça. Et puis, en fait, à un moment donné... genre, je pense que je m'ennuyais, fait que j'ai commencé à faire un tas d'affaires. J'ai appris à coudre, j'ai appris à tricoter, je touchais à plein d'affaires jusqu'à un moment donné où vraiment, genre, j'ai commencé à faire des trucs en papier. On m'a donné un livre sur l'origami, là, sur les pliages comme je fais. Puis après, ça a comme vraiment start un truc, genre, après, je me suis jamais vraiment arrêtée, j'ai juste obsesse sur ça. À quel âge, genre? J'avais 30 ans. OK. Ouais. Damn. Look at you. J'aime ça. Ouais, puis dans le fond, t'as pas réfléchi trop, tu t'es juste mis là-dedans. Graduellement ou... Au début, c'était vraiment comme un à côté. J'organisais des ateliers créatifs même parce que justement ce côté-là me manquait. Fait que je les organisais pour mes amis au début et j'achetais du matériel et on faisait un projet. Puis au fur et à mesure, j'ai juste... Comme je te dis, moi, j'obsesse, fait que genre, je vais juste, quand je sais pas quelque chose, je vais juste plonger dedans, puis je vais juste comme jusqu'au temps où je vais y arriver. Et je pense que j'ai une part d'inconscience aussi dans ça. Je me dis des fois, avec ce que je fais, faut vraiment avoir un lâcher-prise sur sa vie, de ouf. Faut pas penser... C'est pour ça que je dis souvent, j'ai une inconscience, genre vraiment, parce que des fois, je me lance dans des trucs sans savoir, puis juste comme, faut juste se lancer, là. Ouais. Mais, ça, c'est quelque chose que, mon Dieu, que j'aimerais que tout le monde qui écoute le podcast comprenne ça. Ah ouais, non, mais la plupart des trucs que je fais, je sais absolument pas comment je vais les faire à la base. Ça, puis tu voulais savoir le truc drôle, c'est que la première fois que j'ai fait une murale en papier, c'était pour un mariage d'une très bonne amie à moi ici à Montréal qui m'avait demandé une murale en papier, qui avait commencé à voir ce que je faisais un peu. Elle m'a dit, ouais, pour mon mariage, j'ai une grande salle, mais je sais pas comment la décorer, j'aimerais bien que tu fasses une grosse murale. Et elle faisait 10 pieds par 10 pieds, la murale, tu vois. Okay. C'est la première fois que je faisais des gros morceaux comme ça, je savais même pas comment j'allais les coller, fait que je l'ai fait, et du moment que j'ai posté ça sur les réseaux, ça comme... Boom. Et je déconne pas quand je te dis que mon premier contrat que j'ai eu, c'était faire une murale pour le lancement du Four Seasons, genre au Musée des Beaux-Arts. Et ça, là, comme moi, là, quand on m'a appelé pour faire ça, je le dis à tout le monde, je savais absolument pas ce que j'étais en train de faire, là, parce que moi, je l'avais fait une fois pour une amie. Quand on m'a contacté pour ça, j'étais comme, bah voyons. Mais j'y étais pareil, cool, pareil, mais vraiment. L'opportunité. Mais c'est pour ça aussi, tu sais, il y a des gens, je pense, qui se bloquent en se disant, ah non, je sais pas le faire, donc ils vont dire non. Et ça m'est arrivé une fois de faire ça.
Et après, je me suis dit, en fait, faut plus le refaire. Ouais, Genre, c'est une fois, j'ai dit non à quelque chose qu'on m'avait proposé et en me disant, ah ouais, mais non, moi, j'ai pas les skills, tu vois, genre, je suis pas rendue là. Et maintenant, je regrette parce que je me dis, bah, en fait, la majorité des gens font ça. Genre, ils y vont juste sans savoir comment ils vont faire, puis tu vas figure it out, genre, sur le chemin. Moi, j'espère que ceux qui écoutent ça en ce moment sont en train de prendre une note mentale, man. C'est ça le secret, guys. Là. Moi, genre, en tout cas, je m'en rappelle de ce que tu me dis, Pauline, puis j'adhère aussi à cette mentalité-là, tu sais. Juste go for it. Ouais, puis tu sais, dans le processus créatif, tu vas trouver les solutions. Exact. Ça veut pas dire que tu vas pas struggle, là, genre, c'est Tu vraiment vas pas... struggle, en fait. Tu vas struggle ta vie, là. Exact. Mais en fait, c'est comme ça que tu vas te pousser, genre, comme à aller chercher les idées, à aller chercher des nouvelles choses. Puis c'est dans ce struggle-là, en fait, que les plus belles choses t'arrivent parce que... Ouais, c'est ça. Puis comme là, en ce moment, je suis en train de le faire sur un projet. Je suis en train de rusher ma vie, en train de... Est-ce qu'on peut en parler, d'ailleurs, de ce projet-là? Non, pas encore. Ouais, j'ai pas le droit d'en parler. Mais ça s'en vient bientôt. Écoute, j'ai vu que tu as posté hier un truc avec Nespresso. Oui, ouais. Puis dans le fond... Man, Pauline, genre, c'est que tu as tellement fait d'affaires cool, puis tu fais tellement d'affaires nice. Genre, peux-tu me parler un peu de ce que tu as posté hier? C'est ça, c'est une collabo, en fait, qu'on prépare depuis quand même au moins... depuis le début de l'année, en fait. OK. Et c'est ça, c'était une campagne globale, en fait, de Nespresso qui s'engage, en fait, d'ici 2022 à devenir vraiment une compagnie 100% quelque chose d'efficient? Carbon neutral. Carbon neutral. Ouais. Carbon neutral. Got it. Et ça, ils m'ont contacté parce qu'ils ont pris un artiste, voire 2 artistes par pays, ville, pour vraiment mettre de l'avant ce commitment qu'ils ont avec les gens qui achètent chez eux, puis of course la planète. No biggie. Ouais. Mais c'était vraiment un beau process. Ils m'ont vraiment laissé beaucoup d'avenues. En fait, chaque artiste, je pense, a eu beaucoup d'avenues à exprimer, en fait, ce qu'était pour eux, en fait, justement, ce commitment-là, genre, pour tout le monde, en fait, tu vois, c'est pas que eux, c'est aussi nous. Mais ça a été vraiment un beau projet. Exactement? Alors, j'ai fait des sculptures en papier. En fait, on avait tous les mêmes lettres. Moi, en français ou en anglais, selon le message, c'était « agir avant tout ». Et donc, tous les artistes sur la planète avaient les mêmes lettres. Puis c'était à nous de les interpréter comme on voulait, en fait. Je comprends. Alors, chaque artiste, puis il y a des artistes de tous les bords, là, genre des peintres... des sculpteurs, vraiment, quand tu prends la liste de tous les artistes, ils ont été ratissés large. Moi, c'est ça. Donc, il fallait que je recouvre ces lettres en papier d'une certaine manière. D'ailleurs, je pense que ce qu'on va faire quand on va poster l'entrevue, tu m'enverras des photos. Oui. Je vais les mettre dans la slide. Comme ça, les gens qui vont voir vont pouvoir tout de suite voir ce que tu fais, tu sais. Jusqu'à ce qu'on soit en vidéo, gang, ça va être ça. C'est beau. Mais ouais, man, c'est tellement beau ce que tu fais. Tantôt, je montrais ça à Justine, ma copine. Puis, tu sais, c'est parce que c'est toujours un peu intriguant. Tu sais, artiste papier, c'est quoi que ça fait, ça, tu sais? Fait que là, je lui montre ce que tu fais, tu sais, puis c'est comme... Je sais pas si ça t'arrive souvent, mais tu sais, la réaction, c'est toujours comme « wow ». C'est inusité. Ouais, mais je pense parce que en Amérique du Nord, le paper art est pas si présent. Non. Il l'est énormément en Europe. Alors en Europe, t'as moins de ce haha, tu vois, genre comme... Et encore pire en Asie, là, je veux dire, comme c'est quand même, ça vient de chez eux. Mais il y a une présence du paper art qui est vachement plus poussée en Europe. C'est-à-dire que des vitrines toutes faites en papier... C'est vraiment je vais pas te dire la norme, mais c'est... Ouais. Ouais, c'est plus établi. Si tu vas à Paris ou à Londres, là, tu te promènes dans la rue, c'est sûr que tu vas avoir une vitrine qui est faite en papier. Là, la prochaine fois que j'y retourne, maintenant que tu me l'as dit, je vais voir ça, genre... Ouais. Puis des artistes, les plus gros artistes de paper art, souvent, il y en a énormément à Londres. Paris aussi, il y en a vraiment il y en a beaucoup en Inde. En Inde, il y a une grosse communauté de paper artistes aussi. Mais c'est ça l'affaire, c'est que là, à cause que toi, tu baignes là-dedans, t'es tellement plus au courant. Là, moi, je suis comme, really? Ouais, mais c'est pour ça, c'est juste qu'en Amérique du Nord, vraiment, c'est pas quelque chose encore qui est très développé. Il y en a, hein, je suis pas en train de dire qu'il y en a pas, mais c'est pas quelque chose qui est mis de l'avant. Moi, je pense que ce que j'ai réussi à faire, en fait, c'est déjà éclairer la lanterne des gens que ça existe. Ouais.
et de le mettre un peu plus sur l'avant-scène. Ouais. Donc, c'est sûr de le faire amener dans les vitrines, etc. Comme ce que j'ai pu faire aussi avec Simon. Je l'ai fait un Noël. En fait, j'avais fait toutes les vitrines de Simon à travers le Canada. J'ai vu ça, c'est beau. Donc, tu sais, de faire... Puis, tu sais, le challenge aussi, hein, que c'est de créer des objets en papier à ces échelles-là, puis à cette quantité-là. Savoir que tout est fait à la main aussi, ça, j'appuie là-dessus. Ouais, je Tout comprends. est fait à la main. Comme les gens, en fait, je pense qu'ils sont trop habitués à voir les choses faites comme ça et ils se posent jamais la question de l'arrière. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? C'est quoi le skills que ça prend? Alors, moi, j'ai tellement de questions de dire, ah, t'as des machines pour faire ça. Et quelqu'un m'a dit, ah, tu dois avoir une sorte un gaufrier, genre, qui gaufre le papier ou whatever. J'étais comme, non, Ouais, c'est ça, guys. déjà un gaufrier de 20 pieds par 20 pieds, man. C'est ça, j'étais comme, non, guys, c'est tout plié à la main. Il n'y a pas de machine pour faire ça. Mais là, moi, d'ailleurs, genre, admettons, là, pour être un peu plus pragmatique, c'est-à-dire que toi, t'es assis, puis tu plies du papier à journée longue, là. Ouais, C'est ça qui se ouais, passe. ouais. Je veux dire, je te vois faire, là, je veux dire, c'est des petites grosses affaires, ça n'a pas d'allure. Fait que ça veut dire que t'es assis, puis... Et on plie, et on plie, et on plie, puis genre... Ouais. Mais là, j'ai étendu un petit peu. Je pense que le Covid m'a fait que... Moi, je suis pas quelqu'un qui reste là où elle est, si tu veux. Genre, moi, il faut toujours que je pousse plus loin. Puis j'avais envie de peindre depuis longtemps, mais ça, je me l'autorisais pas en me disant... J'avais un peu ce complexe-là, je pense, de pas venir du milieu des arts visuels, justement. Ouais. Je viens pas de ce milieu-là. Je sais pas vraiment peindre, en fait. Je sais pas vraiment dessiner. Fait que, tu sais, je m'autorisais jamais vraiment à peindre jusqu'à... un ami graffeur, d'ailleurs, Mike Allo, qui m'avait dit, mais juste go for it, genre comme vas-y, genre tu sais, t'as quoi à perdre genre, dans le fond, tu vois. Ouais, c'est juste toi qui te limites, là. Ouais. Et Comme pendant Covid, comme j'étais renfermée chez moi, tu sais, j'avais juste ramené de la peinture. En fait, c'est le seul truc que j'avais ramené, des feuilles. Et j'ai commencé à peindre pendant la pandémie. Et ça a juste fait grossir. Et maintenant, j'ai envie de peindre tout. Tu sais, genre, c'est comme vraiment... j'ai cette envie-là, vraiment, de pousser ça plus loin. Et sur la dernière série, surtout ce que j'ai fait, Pterigota, qui est comme une série photo que j'ai fait avec le photographe Yanis Devi. Ouais, j'ai vu ça. J'ai fait des costumes et tout est peint à la main, en fait. Fait que ça a vraiment... C'est toi qui as peint ça. Oui. Ouais. Wow, ben, j'avais en fait cette envie-là de faire une série photo où genre tous les costumes étaient peints à la main et ouais. C'est magnifique. Magnifique. Mais c'est drôle parce que ce que tu me dis là, c'est, tu sais, ma coloc Laurence Vallière, elle a aussi commencé à dessiner, à peinturer durant le... C'est comme toi, genre, c'est un peu genre... On est drôle, tu sais, on se donne pas la permission, genre. Ouais. Là, soudainement, elle dit, j'ai envie de le faire, je vais le faire, tu sais, comme tu viens de me dire, ça me fait rire. Parce que c'est vrai que... Mais je pense que c'est... On est comme ça, tu sais. Ouais, on a toujours peur aussi de se faire juger par l'extérieur, tu vois. Après, quand je parlais de Let It Go, là, il y a aussi ça, là, c'est que en tant qu'artiste, des fois, je pense qu'il y a comme tellement de choses qu'on veut... J'ai eu cette grosse discussion là avec une amie, justement, de... Comme c'est un milieu qui est régi par des gens qui ne sont pas artistes, fait que là, t'as comme toute cette pression extérieure de personnes qui te disent ah mais tu devrais pas faire ça, ou ah non mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire, ou c'est comme ça qu'il faut. Alors à un moment donné, t'es juste comme oui mais yeah, everyone's got a fucking opinion, huh? Ouais. That's toujours. right. Everybody's just always talking to you like comme les gens savent qu'est-ce que toi tu devrais faire. Ouais. Alors que toi t'essaies de le figure it out, puis t'es comme hey! Moindrement que t'es influençable ou insécure ou pas certain, tu laisses rentrer ça dans toi, là. Ouais. Ah, peut-être qu'il a raison, tu sais, blablabla. C'est tellement vrai, ça. C'est un milieu qui est régi par des gens qui le font pas. Puis aussi, c'est le fait que tout va tellement vite que on voudrait que t'aies tout dans les mains maintenant, mais moi là, ça fait 6 ans que je fais ça et je commence tout à peine genre à toucher comme un bout là de vraiment où je m'en vais là. Je comprends tu vois, exactement ça, ce que tu veux dire. Comme quand je vois les trucs que je faisais il y a 6 ans, ça avait pas de flavor, tu sais, genre c'était juste comme du papier plié, mais tu sais le process, en fait, ça qu'on oublie, c'est que le process est long. Tu peux pas je veux dire, là, je commence vraiment à être fière des choses que je fais parce que là, j'arrive à un niveau que je me dis, OK, c'est ça que je visualisais, mais que j'arrivais pas à atteindre. J'arrivais pas à toucher, en fait, exactement ce que je voulais faire. Je comprends. Mais c'est beau ce que tu as fait, là, ce que tu as publié. C'est drôle, je pensais à ça ce matin.
je comprenais pas pourquoi il y avait de la couleur puis que c'était peinturé comme ça. OK. Je me demandais, genre, est-ce qu'elle a travaillé avec quelqu'un d'autre? Tu sais, c'était quoi, genre, comment que c'est né? Puis finalement, c'est toi qui as fait ça. Ouais, parce qu'en fait, il y avait souvent... Quand je fais des séries comme ça, surtout c'est que j'ai une histoire que je voulais raconter. Alors là, c'était comme comment arriver à raconter cette histoire-là. Et tu vois, après, c'est drôle parce que moi, mon process, souvent, c'est ça sur l'écrit, je parle. Hein. C'est... Ouais. Ouais, je t'écoute. C'est vraiment comme on part de l'histoire qu'on veut raconter, puis ensuite, je vais aller trouver comme les shapes en origami que je veux faire. Là, pour le coup, les couleurs que je veux utiliser, genre comme les... Puis là, bon, là, c'est un shooting vraiment fou, là. Il y en a comme partout, beau, là. Ça n'a pas de bon sens, je comprends même pas. Je sais pas quoi te dire, Pauline, c'est juste... Je saurais même pas par où d'où je devrais commencer créativement pour imaginer ça. Tu sais, je sais pas, même. Mais c'est chaud. Moi, je dirais que le pouvoir de la visualisation, pour moi, c'est ça qui fait tout. C'est-à-dire que tant que j'arrive pas à visualiser un truc, j'arriverai pas à le faire. Mais si tu arrives à le visualiser, en fait, même le feeling, je te parle pas d'une chose que tu as vue. Moi, c'est beaucoup dans les feels. Genre comme, qu'est-ce que je veux ressentir quand je le fais ? Mais ça, là, ça prend... du moment qu'on en a parlé avec Yanis et du moment qu'on l'a shooté, il y a 6 ou 7 mois qui sont passés. Donc, tu sais, le process de ça, c'est pas rien, là. C'est beaucoup de tests-erreurs, ah non, c'est pas par là qu'il faut aller, genre, je vais essayer ça. Et honnêtement, Yanis, il a été cool avec moi parce que moi, je change d'avis souvent, là. Et moi, les gens comme toi, par contre, là, ça me fait peur, ça me fait un peu chier des fois. Là. Je suis comme, on peut pas toujours changer d'idée. Non, c'était même pas changer d'idée, mais c'est juste parce que pour trouver le right, genre, tu sais, comme... Et puis moi, si c'est wrong, là, si je le file pas, je vais pas le faire, là, genre, fait que... C'est ça qui est important, là, c'est sûr. Ouais. Pour... tu sais, je veux dire, comme c'est juste pour le projet overall, là, genre, comme c'est ça, c'est parce que c'est dans le faire aussi. Et j'ai de la chance parce que j'ai des clients aussi, même Nespresso, etc., que moi, je suis assez, on va dire, transparente au début du process. Et je fais, oui, je vais te faire un mood board. Oui, je vais jamais comme partir complètement à 200% à l'opposé, mais il va y avoir un process. C'est-à-dire que ce que je te montre au début, il va y avoir une évolution. Ouais. Ça va pas ça. Juste parce que j'ai une très bonne, juste parce que j'ai une très bonne visualisation, je sais vers où je veux m'en aller. Mais alors, par contre, à quoi ça va ressembler à la fin, ça c'est dans les étoiles, tu vois. Genre. Ensemble. Ouais, ben c'est cool ça. Dans le fond, tu sais, ça c'est. J'aimerais tellement que tout le monde qui engage ou qui veut quelque chose, tu sais, d'un artiste comprenne ça, tu sais. Genre moi, on va le découvrir ensemble. Il y a une exploration. Il y a un temps à l'essai-l'erreur, la réflexion, puis Mais c'est surtout parce qu'on n'est pas des graphistes. Et ça, il y a des clients, il faut qu'ils comprennent, on n'est pas des graphistes. C'est-à-dire que nous, on n'a pas techniquement une portée de design, en fait, dans ce qu'on fait, en fait. Et souvent, les gens, ils t'abordent en tant qu'artiste comme ils aborderaient un designer, sauf que nous, on travaille pas de la même manière. Et moi, je sais que des fois, les choses, ça me prend du temps comme je te dis, pour juste les mettre en branle, là, genre comme de démarrer, de travailler dans la matière. Je travaille sur un ordi, mais vraiment légèrement, là, genre... Alors, moi, j'ai besoin de faire dans la matière pour pouvoir me rendre compte que ce que ça peut faire. Ce qui est tout un processus, finalement. Là. Ah ouais, tu verrais les boîtes que j'ai au studio, genre juste de test. Ah ouais? Ah ouais, j'ai des boîtes de test. C'est des boîtes, puis c'est comme tous les trucs que je teste, et que là, je les mets là, puis je me dis, un jour, je vais faire un truc avec, et je le mets là. Tu jettes pas ça, c'est du papier, right? Ah ouais, non, moi, je garde tout parce que je sais qu'un jour, je vais faire un truc avec. Mais je sais pas encore avec quoi le plugger, en fait. Ouais, c'est juste ça, ouais. Mais d'ailleurs, puisque j'y pense, la parenthèse, genre, t'as tellement du beau papier des fois. Puis genre, c'est pas... J'ai jamais vu... Tu vois ce que je veux dire? Je vois jamais où je peux acheter ce papier-là. Genre, what's up, genre? Tu fais-tu venir du papier d'endroit spécial? Oui. OK. Ouais, tout vient de Londres, en fait. Là, tous mes papiers avec lesquels je travaille, c'est des compagnies de Londres. Je t'avouerai que j'ai mis un temps vraiment dédié à la recherche de mes papiers et de mes fournisseurs. Ça a été un gros challenge pour moi parce qu'en fait, ici, il n'y a rien. Tous les brands, en fait, de papier, spécialement parce que moi, je voulais travailler avec de la couleur, tous les papiers viennent d'Europe.
Ouais. Y a rien qui est développé vraiment en Amérique du Nord par rapport à ça. C'est drôle en plus, tu sais, on a juste ça, des forêts avec du bois. Ouais, mais ils ont pas développé la filière artistique, en fait. Ouais, je comprends. Puis peut-être tu vas le savoir dès que tu vas... si tu vas dans des magasins d'art en France ou en Europe en général et tu vas dans des magasins d'art ici, tu vas voir la différence. OK. Il y a beaucoup moins de choix, il y a beaucoup... Et quand je parle de papier, bah alors là, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est vraiment fou. OK. Noté. Alors, j'ai eu des gros problèmes de fournisseurs à un moment donné. J'ai décidé, OK, il faut que je fasse quelque chose. Fait que là, je rentrais, parce que moi, ma famille habite en France. Je rentrais en France et là, j'ai démarché. Je suis allée à Londres, je suis allée à Paris, puis j'ai pris plein de meetings pour aller rencontrer des maisons de papier. Des maisons de papier. Oui. Ouais. J'adore ça. Ouais. Je suis fucking down de savoir que ça existe. Ouais. Nice. Puis tu sais, moi en plus, comme quand je suis allée, j'étais tellement dans un magasin de bonbons, là, tu sais, j'arrivais, puis... Ben tu sais, ça doit, je comprends, mon Dieu, tu vois tout ce que tu veux voir, là. Ouais, puis il y a des choses incroyables, il y a des papiers qui sont à effet Pauline, cuir. Si jamais un jour je me ramasse en Europe et que t'es là en même temps, man, on va aller visiter une maison de papier ensemble, s'il te plaît. Non, mais c'est vraiment le fun, parce que c'est pas... Parce que, tu vois, par exemple, à Londres, ils ont un gros savoir-faire sur l'imprimerie, sur les livres aussi d'art, tu sais, vraiment les beaux livres. Ça fait du sens, en fait. Ouais, et en fait, du coup, les maisons de papier, ils vont avec parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, il y a des très belles maisons avec des présentoirs incroyables, puis vraiment, genre des choses que tu n'as même pas conscience que ça existe, ou que en fait, tu savais même pas que c'était du papier. Est-ce que tu as quelque chose que je pourrais googler, genre que l'auditeur pourrait googler, genre une maison papier, quelque chose? G.F. Smith, qui est comme genre beaucoup connu des designers aussi. G.F. Smith. Ouais. Okay. C'est une très très vieille maison de papier. Je pense qu'ils sont startés genre 1830. Oh, wow. Malade. C'est ça, c'est parce que aussi en Europe, on a cette espèce de savoir-faire depuis très longtemps. Puis eux, vraiment, genre les papiers sont exceptionnels. Ils ont une collection. Hein, tu reçois une bible là, genre de la collection des papiers. Nice. Puis ça, c'est fait pour... même moi, en fait, le fait que je l'utilise en art, c'est pour ça qu'ils étaient vraiment étonnés que je les ai utilisés pour... la première fois que j'ai utilisé leur papier, c'était pour le projet Plié, où j'ai habillé des ballerines avec des tutus en papier. Je voulais qu'on en parle de ça. Malade. Et c'est la première fois que j'utilisais leur papier, puis eux, ils avaient même pas conscience en fait qu'on pouvait faire ça avec leur papier. Tu vois, quand j'avais été les voir, ils étaient vraiment étonnés. C'est cool, parce que ouais, ils travaillent tellement dans l'imprimerie en général que ça leur a même eux ouvert un peu l'esprit que ah oui, c'est les artistes peuvent aussi utiliser nos papiers. Fait que... Magnifique. Yo, c'était magnifique ça. J'ai trouvé ça tellement cool ce projet-là. Puis tu as travaillé avec une photographe pour ça. Puis c'était juste beau, man. C'était juste beau de voir des danseurs comme ça, des ballerines, genre. Puis c'était tout le setting, la compo des photos, man. Puis ouais, c'est comme j'apprécie ça parce que justement, j'en vois pas beaucoup. Ouais. Puis c'est avec délicatesse puis genre intention, ce projet-là. Mais en plus, c'était comme, encore une fois, tu sais, amener le papier là où les gens s'y attendent pas. Parce que beaucoup de gens m'ont posé la question, mais ça peut pas être du papier. Et oui, c'en était. Et on l'a mis à mal en plus, hein, parce qu'on a shooté en extérieur, sous la pluie. Il y a vraiment eu des moments où je me suis dit, waouh, mais moi là, j'étais comme, ok, là, je suis vraiment en train de pousser loin là les. Je comprends ça, man. Ça, c'est. Si t'es comme moi, dans le fond, je suis comme toi plutôt, tu sais, on fonce puis on fait nos affaires. Ça veut dire que des fois, t'es comme, OK, on fait un photoshoot, puis là, on le fait, puis c'est ça aujourd'hui. Puis là, en le faisant, tu découvres, genre, fuck, il pleut aujourd'hui, genre, fuck, il vente. Puis là, genre, tu découvres qu'il y a plein de challenges dans ce que tu fais. Ouais. Ça m'est arrivé l'autre jour, genre, on a tourné un vidéoclip pour ma chanson. OK. Nice. Genre, c'était ça, là, tu sais, c'était la même rengaine. Genre, c'est comme, on fonce, let's go, on est capable, genre. Puis on arrive le jour même, genre, puis les gars étaient fucking agressifs au basketball court. On s'est fait lancer des ballons de basket. Oh non! Ouais. Oh wow! Ouais. OK. Mais tu sais, ce qui arrive, c'est que finalement, genre, tes photos sont bien sorties. Mon clip est Oui. Mais en fait, c'est parce que ça fait partie du... Comme, encore une fois, hein, ça fait partie du process. Du process, exact. Ouais. Puis t'apprends. Ouais. Et comme maintenant, je suis plus là... Ça a été fait en 2018. Là, on est en 2021. Et tu vois, honnêtement, maintenant, si je devais refaire un projet comme ça, il y a plein de choses que je ferais différemment. Et c'est ça aussi la beauté du truc, hein, c'est que... Genre maintenant, bah, tu évolues et comme en apprenant de tes erreurs, ben, tu vas faire mieux la prochaine fois, encore mieux, tu vois. Donc, ouais. Ben, parlons d'erreurs, Pauline. Ah! Allez! Toi, en fait,
est-ce que t'as de la représentation en ce moment? Non. Est-ce que t'es indépendante? Indépendante. Puis t'as eu de la représentation? Oui. Puis ça aussi, ça fait partie de ton cheminement? Oui, oui. Puis c'est-à-dire que comment est-ce qu'une artiste papier trouve de la représentation? Comment t'as cheminé jusque-là, genre? En fait, c'est une femme incroyable que je connaissais déjà depuis avant même que je fasse ça, qui un jour est venue me voir, elle m'a dit, bah, tu sais, je suis agente, puis j'aimerais bien te représenter, en fait. Trouver comme quelqu'un qui comprend vraiment ce que tu fais. Puis ça, c'est super important quand quelqu'un veut te représenter, là. C'est rare. Surtout en tant qu'artiste, quand on fait des trucs très particuliers, comme moi, en tout cas, je fais, c'est vraiment pas évident. Et elle catchait juste. C'est comme j'ai pas vraiment besoin de lui parler pour qu'elle sache ce que je voulais, puis vers où j'allais m'en aller. Des fois, elle voyait même des trucs avant moi, tu vois. C'est fou. C'est cool, ça. Ouais. Puis dans le fond, t'es resté... Puis là, c'est ça, finalement, ça a arrêté, puis genre maintenant, t'es à ton compte. Est-ce que tu travailles avec d'autres gens ou... Là, en ce moment, c'est plus ça, je gère à l'interne. C'est-à-dire que j'embauche des assistants, j'embauche des gens vraiment pour m'aider. Parce que non, je fais pas tout toute seule, là. Genre, sinon, j'aurais plus de bras. On n'y arriverait pas, ouais, exact. Mais il y a encore juste mes œuvres, vraiment, quand je fais des œuvres très, très, très personnelles. Toi, Pterigota, ça a été fait 100% par moi. Ça, je peux pas déléguer. Mais quand je suis sur des contrats comme Nespresso, etc., là, par contre, j'ai des équipes en arrière aussi avec moi. Des plieurs. Ouais, puis tu sais, comme là sur ce projet-là, c'était le fun parce que j'ai testé plein de nouvelles choses, plus dans les textures, dans les micros, découpes, etc. Fait que même moi, j'en ai appris sur le process. Puis après, ben, ça, je fais rentrer des gens parce qu'à la quantité qu'il y a, ben, à un moment donné, c'est pas possible de tout faire. Ouais, je suis triste de ça, mais genre, c'est ça qui se passe. Moi, ce que j'ai compris, c'est que tous les grands artistes ont des équipes de gens qui les aident comme ça, là. Ouais. Puis après, ça dépend des... Tu vois, par exemple, l'œuvre que j'ai fait chorale, la murale que j'ai fait en suspension, là, que j'ai fait de 20 pieds au Centre Eaton, ça a été fait pendant le Covid et ça, je l'ai fait toute seule, par contre. J'ai eu à un moment donné une assistante qui est venue juste pour m'aider pour coller les pièces sur les faumes, là, mais c'est la première fois que je faisais... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc 100%, genre toute seule, passer à travers le truc. Ça a été un challenge, je t'avouerai. Ça... En fait, je présume que tes œuvres sont pas super lourdes. Non. Non, c'est ça, right? C'est genre de la Heureusement. colle. Ouais, de la colle, puis du papier. Ouais. Tu mets pas genre des frames en bois ou quoi que ce soit. Ça dépend, parce qu'il y a des gens qui veulent quand même du framing, genre... et honnêtement, ça donne vraiment une autre dimension aussi au truc que je fais. Parce que d'habitude, je fais de la murale, fait que... C'est des choses qui sont éphémères. Je suis quand même contente de revenir vers des formats où c'est plus permanent parce que il y a ça aussi, les gens ils pensent que le papier c'est pas permanent et ça je sais pas pourquoi. Les gens ont ça dans la tête. Ça me sidère à chaque fois. À chaque fois que je fais un truc, on me dit « Ah, mais c'est du papier ». Mais je dis « mais quand t'achètes une illustration, c'est sur papier aussi, donc je ne vois pas la différence, en fait. Et ça, c'est une éducation à faire chez les gens aussi. Que les papiers, surtout ceux que j'utilise, comme je te dis, sont de haute qualité. Si t'as un livre dans la vie, les livres, ça dure longtemps, hein. C'est pas comme si ils allaient se désintégrer, genre... J'avoue, quand tu dis ça comme ça... Ouais, j'avais donné l'exemple à ça à une dame, et elle me dit oui, mais le papier c'est pas permanent. J'ai dit donc les papyrus qu'on a retrouvés dans les tombes, genre ça c'est pas permanent, c'est du papier le papyrus. Ça, c'est un petit peu condescendant, j'aime ça, tu sais, c'est comme... Non, mais en fait, je voulais pas être méchante, mais c'était juste pour faire comprendre aux gens que non, ça l'est pas, et ton œuvre, si tu es... Et comme tout, hein, les gens pensent qu'avoir une œuvre d'art, apparemment, faut pas s'en occuper, mais c'est tout au contraire. Si tu achètes de l'art, c'est sûr qu'il faut y faire attention, c'est pas un truc que tu mets comme ça au soleil, genre sans y penser. Il y a quand même... il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Donc c'est sûr que si tu achètes une œuvre d'art, il y a quand même ça vient avec une responsabilité quand même, parce que c'est quand même quelqu'un. Toi, t'as mis de toi là-dedans. Absolument. Moi, je suis trop pauvre, man. Fait que j'ai même pas besoin de penser à ça, tu sais. Mes œuvres d'art, j'en ai pas, man. Tu sais ce que je veux dire? Moi, sur mes murs, tu sais, c'est... Mais t'en as une! Oui, mais tu vois, ça, c'est... Comment dire? Ça, c'est... You know... Like, I love this one, mais là, elle est pas au soleil, elle est à l'ombre. Puis, tu sais, ça, je mets toutes mes niaiseries à moi en haut. Mais c'est déjà le début. Oh, donnez-moi un petit instant. Ouais, puis dans le fond, mais c'est juste que, tu sais, c'est ça, c'est tout un cheminement, ton affaire, man. J'en connais pas d'autres. Puis, en ce moment, man, ouais, c'est ça, tu peux même pas me dire sur quoi tu travailles en ce moment. Fuck! Non.
Ça arrive. Mais ça s'en vient très très vite par contre. Et puis celle-ci, je peux t'assurer que comme même moi, j'en reviens toujours pas. Ah ouais? Ah là, fuck, tu m'excites, là. Là, c'est le next step. Et c'est comme le next step que j'attendais. Puis c'est comme tomber du ciel, là. Fait que... Puis dis-moi, c'est quoi ton plus gros challenge à toi dans ton processus créatif? Ben, je t'avouerai que, alors, ça peut paraître paradoxal, mais je suis pas une personne qui est hyper patiente. Alors, il y a des fois, je m'impatiente, en fait, que les choses se fassent et que se fassent plus vite. Et, ouais. OK, t'es une grande impatiente. Je te jure. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est paradoxal avec ce que je fais, parce qu'en plus, ça demande énormément de patience ce que je fais, mais d'un côté, je suis pas une personne patiente. Fait que... Je te vois assis dans ton atelier en train de plier du papier impatiemment. Ça va bien. Ah ouais, non. Heureusement que des fois que je trouve des bonnes playlists, parce que pour vrai, sinon, je passerais pas la journée, là. Excellent. Puis, est-ce que t'es une personne anxieuse dans ce sens-là? Je l'étais pas vraiment. Mais j'ai l'impression que quand même le Covid a accéléré certaines choses. J'essaye d'être vraiment groundée là, et je pense que honnêtement la musique m'a préparé à énormément de choses dans la vie. Ça, je le dis à tout le monde. Je pense que je ferais pas ce que je fais en ce moment si j'avais pas eu la musique avant. Parce que la musique, ça te prépare à tout. Hein. Je pense que on va dire, j'avais dit ça à quelqu'un, mais je le pense vraiment. Genre le conservatoire, ça te prépare à la guerre là. Hein. Genre, on te met dans les pires conditions de compétition. Ah ouais. Tout ce que tu veux vivre dans ta vie. Et je dis pas que c'est ça, hein, ça l'est vraiment pas. Mais ça m'a préparé. La première fois que j'ai fait un examen de violon, je devais avoir peut-être 7 ans. Alors, te ramasser un examen de violon à 7 ans devant peut-être un jury de 6 personnes adultes. C'est weird. T'es sur scène, toute seule à jouer. Je pense que mentalement, ça te prépare vraiment genre pour l'après. Je dis pas que tout le monde doit se mettre dans des situations aussi stressantes là, mais je pense que j'ai l'impression que j'ai juste appris à gérer avec le stress à cause de ça. Biz, ouais, je comprends. Moi, des fois, je me demande, tu sais, avec les artistes visuels ou tu sais, ce que tu fais, genre, je cherche juste à comprendre. Tu sais, moi, je me perds dans ma création. Tu sais, la musique, genre, m'habite vraiment, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, genre, je fais de la musique, je fais des sons, puis là, genre, j'écris des paroles, puis il y a comme quelque chose d'un peu plus... c'est juste ma vision de la chose, tu sais, de concret. Quand j'ai fini une chanson, j'ai vraiment quelque chose de moi que je peux partager qui est moins intangible, tu sais. Puis je finis par me définir beaucoup à travers ma musique. Quelle place est-ce que ça occupe pour toi, ça, dans ta pratique? Genre, est-ce que t'es vraiment dans ta pratique ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais pour... je sais pas comment formuler cette phrase-là, mais tu sais, à quel point est-ce que t'es proche de ce que tu fais quand tu le fais, genre? Ah, moi, c'est sûr que je suis comme à 100% dedans parce que, en fait, pour moi, ça a été un exécutoire aussi de comprendre beaucoup de choses sur moi aussi. Parce que tu sais, même toutes les dernières séries que j'ai fait, les prochaines qui s'en viennent aussi, là, ça m'a permis, en fait, depuis que j'ai 30 ans, il y a beaucoup de choses que j'ai eu à debunk, là, genre sur ma famille, sur beaucoup de choses, et j'ai l'impression que ça m'a beaucoup aidé, en fait, à le laisser aller, tu sais, genre, et à l'exprimer aussi. Des choses que je comprenais pas, en fait, c'est comme la musique m'avait aidé à l'époque quand j'étais plus jeune, puis là, ça aussi, là, c'est en train de m'aider, en fait, à mieux comprendre. Je fais des choses et après, je comprends que c'est moi que je suis en train de peindre ou des trucs comme ça, donc c'est vraiment fucked up des fois, là, mais ça aide. C'est la partie le plus le fun. Genre, tu sais, je trouve là, ce que tu me dis là, moi aussi, quand j'ai ces réalisations-là. Ah ouais, puis souvent, en plus, c'est a posteriori. Hein. Des fois, je me dis, j'ai fait ça, je sais pas pourquoi. Et après, quand quelqu'un me demande, et là, je dois mettre des mots dessus, justement, et là, je suis comme, peut-être que j'ai fait ça pour ça. ouais, c'est fou, hein. Moi, genre, j'ai écrit une chanson, puis finalement, je me suis rendu compte que je la chantais pas à quelqu'un d'autre. C'est à moi que je la chantais. OK, wow. Puis ça m'a vraiment, vraiment fucking pas bien fait sentir ça. Ça m'a fucking déprimé, man. Puis j'étais comme, oh my God, je le savais. Ouais. C'est fou. Fait que je suis content de savoir que c'est ça aussi, genre, pour toi, genre, en termes de genre de la peinture, puis du dessin, puis de la sculpture, tu sais.
que genre tu peux relate aussi personnellement à ce que tu as fait. Ouais. C'est pour ça qu'aussi je pense que j'ai du mal même quand je vends des pièces, j'ai du mal des fois à les voir partir. J'ai eu cette discussion avec quelqu'un parce que à un moment donné, j'ai dit moi ça part, mais en fait toi en musique, je vais pas te dire que mais tu sais, ta musique, elle va toujours t'appartenir dans le sens où tu l'auras toujours. Nous, quand on fait une œuvre, à un moment donné, elle s'en va. Ouais. Donc, il y a quand même un deuil à faire d'une œuvre que tu ne reverras plus. Ça, c'est drôle, j'ai jamais pensé à ça. Ouais, ben moi, j'y ai pensé. En fait, j'ai appris ça il y a pas longtemps et à un moment donné, je me disais, mais comment ça se fait que j'arrive pas à les sortir du studio ou des fois, j'étais quand même... Puis à un moment, quelqu'un m'a dit ça, il m'a dit, mais tu sais, quand tu finis une œuvre, faut que toujours tu te laisses un temps pour la voir avec toi, genre pour la posséder un petit peu, pour après la laisser partir. Et j'étais comme, wow! Ouais, c'est fucking deep, ça. Ouais. J'aime ça. Mais sauf que moi, inversement, ce qui me fait chier, c'est que je peux pas toucher ce que je fais. C'est vrai, ouais. Moi, c'est pour ça que j'admire beaucoup ce que vous faites, les artistes visuels. Okay. Visuels. Ouais. Je peux le voir, je peux le toucher, je peux le sentir, tu sais. Je rentre dans ton atelier, c'est super personnel. Je vois... Tu sais, en quelque sorte, je te vois. Tu sais? Ouais. Moi, ici, tu vois juste mes instruments, mais ça veut rien dire. Tu sais. La musique est comme... Non, alors ça, je suis pas d'accord avec toi. OK. Pour moi, les instruments, genre, c'est comme... Tu vois, par exemple, je sais pas si tu as vu, mais en tout cas, moi, mon violon, il est dans mon studio. Non, j'ai ça, pas c'est vu. quelque chose qui est toujours resté avec moi. Okay. Et tu vois, le rapport que j'ai avec mon instrument, il est tellement personnel. C'est un... Genre, je vais mourir avec. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais jamais le donner. Je pourrais jamais... Même si j'en joue plus vraiment beaucoup. Et je pense que le rapport qu'on a avec notre instrument, justement, surtout quand tu as choisi un instrument puis que c'est le tien, là, c'est... Ouais, c'est très personnel, en fait. C'est comme... Peut-être. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, l'instrument et tout, mais ne serait-ce que tu pourrais m'enlever tout ce que j'ai ici, puis je pourrais recommencer à faire de la musique, genre... Puis c'est parce que c'est pas tangible. Ouais. C'est genre, si je détruis ton œuvre, it's gone. C'est genre, c'est I don't vrai. know, like, moi, je feel que genre, des fois, c'est ça qui me manque dans ma pratique, c'est genre le résultat physique. OK. I wish I could make something physical. C'est pour ça que j'ai commencé à peindre un peu. Ah, OK. Parce que dans le fond, ça me permettait de faire mes pochettes d'albums puis de ressentir quelque chose. Mais je pense que Alors ça, c'est aussi une discussion, d'ailleurs on l'a eu avec Malik aussi ici, c'est comme... Moi je trouve que les arts... je sais pas pourquoi on est devenu comme ça, mais j'ai l'impression que les arts sont devenus trop scindés dans des boîtes, tu vois. J'ai l'impression que, je vais pas te dire dans l'ancien temps, blablabla, mais j'avais l'impression qu'avant il y avait plus de discussions entre les différentes disciplines. Et j'ai l'impression qu'à Montréal, enfin, je sais pas si c'est juste Montréal, I don't know, tu vois, mais j'ai toujours l'impression que les gens restent chacun de leur bord. Les musiciens avec les musiciens, les arts visuels avec les arts visuels, tu vois, les danseurs avec les danseurs, que des fois, il y a un manque de communication, genre sur faire des ponts, tu vois. Ouais. Peut-être plus les musiciens et les danseurs, tu vois, mais je trouve qu'en art visuel, des fois, il y a comme Ouais, c'est pour ça que j'aimais beaucoup Moonshine pour ça, pour l'espèce d'arriver genre comme à scinder genre plusieurs univers ensemble, parce que comme tu dis, moi je vois la musique, tu vois, donc moi souvent quand je vais voir des musiciens, j'aime ça quand ils ont fait attention à l'ambiance visuelle qu'ils ont autour d'eux. 100%, mon Dieu. Ouais. Puis tu sais, il y a plein de musiciens en fait aussi qui oublient cette partie-là. Ben oui, parce que sa job, c'est de se concentrer sur ce qu'il joue, tu sais. Ouais, mais tu sais, il y a des musiciens comme ça qui vont voir des choses. Ouais. Et ça, mais ça, c'est pas donné à tout le monde, tu sais. Genre, admettons, dans mon groupe, c'est pas tout le monde qui est particulièrement axé sur le visuel. Ouais. Parce que sa job, c'est de jouer du clavier ou de jouer du whatever, tu sais. En voulant dire que c'est une vue d'ensemble qui est pas... Mais tu sais, je pense que pour répondre à ta question, de ce que je pense, on dirait que c'est l'époque dans laquelle on vit. Tout est fragmenté. C'est vraiment dommage. Tu sais, juste... Pardon? Non, c'est pour ça que je dis à tous mes amis musiciens, mais venez me chercher quand vous voulez faire des trucs. Moi, je suis là. Je comprends, man. Tu sais, regarde, j'ai travaillé pendant genre 7 ans chez Stingray. À nice, programmer de la musique. OK. Puis imagine, juste en musique, on fragmente ça, là. Rock, post-rock, punk rock, tu sais, blues rock, indie rock. Tu sais, vas-y, là, genre, combien de boîtes tu veux qu'on fasse pour le mot rock? Tu sais, right? Non, c'est clair. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas...
OK, ben écoute, je t'aurais demandé de me dire sur quoi tu travailles pour la suite, mais maintenant qu'on sait qu'on peut pas encore en parler, il va falloir que je te réinvite pour qu'on en parle, Pauline. Mais alors, par contre, un truc que je peux te dire, c'est que l'année prochaine, je travaille sur ma première expo solo. Puis c'est pour ça que je te disais, comme en ce moment, ça arrive à un point où genre tout est en train de faire du sens. Où là, je me dis, OK, là, je serais prête genre comme à faire vraiment quelque chose d'encore plus personnel de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et que, ouais, là, j'arrive au point où là, je suis prête vraiment comme à raconter mon histoire. Parce que des fois, je racontais les histoires des autres. Et là, j'étais comme, ou touchée à des sujets qui étaient plus généraux. Et là, je suis prête à dig, genre vraiment comme dans quelque chose qui est vraiment plus personnel. Mon histoire personnelle, Nice. En fait. Ah, fuck, j'ai hâte, man. J'aime entendre ça. Mais je comprends, man. Faut vivre hein, pour pouvoir raconter son histoire. Sinon, t'as rien à raconter, finalement. Mais aussi, c'est parce qu'il y a des choses, en fait, que tu réalises aussi... Moi, sur les 6 dernières années, il y a des choses que j'ai réalisées sur ma famille que je réalisais pas vraiment avant. Et de discussions aussi avec eux, etc. Je me rends compte qu'il y avait beaucoup de choses que eux, ils avaient eu de la peine. Et like what? What are you talking about? Don't be so mysterious. Non, c'est pas mystérieux. Non, c'est juste parce que comme... OK. Non, sens-toi à l'aise. Non, mais c'est une histoire maintenant que j'ai plus de... Mais en fait, ma famille vient d'Algérie. On est ce qu'on appelle des pieds noirs. Et j'avais jamais réalisé à quel point ça avait affecté ma famille. Je comprenais pas toujours tout. Pourquoi aussi, genre, j'avais pas l'impression d'être 100% française ou des trucs comme ça, parce que Pieds Noirs, on est quand même considéré être français, mais il y avait comme une culture qui faisait que il y avait des choses que je comprenais pas en fait, et entre mes deux familles du côté de mon père et de ma mère, souvent il y avait des clashs en fait. Okay. Et ça je comprenais pas toujours tout, et c'est des choses en fait que j'apprends au fur et à mesure, parce que aussi je venais d'une famille où personne ne parlait vraiment, personne n'en parlait, et que depuis peut-être je te dirais 6 ans, ma mère, j'ai commencé à lui poser des questions, puis là elle commence à me raconter, mais c'est des choses qui ont été tellement traumatisantes pour eux. Mais ce qu'il y a, c'est que tu sais, le trauma générationnel, ben toi tu te ramasses avec des trucs avec lesquels tu sais pas, tu sais pas quoi faire avec, parce qu'on n'a jamais voulu te raconter. Alors là t'apprends des fois un peu des autres, puis jusqu'à un moment donné je me suis dit non mais là moi je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, maintenant, ça commence à faire du sens. Maintenant, je commence à comprendre beaucoup plus de choses. Je comprends. Et c'est sûr que c'est des discussions qui sont super difficiles à avoir, parce que pour eux, ça a été vraiment comme un choc dans tous les sens du terme. Là. Ouais. Une coupure. Ouais. Ma mère, elle avait que 10 ans quand elle est arrivée en France, et je pense que c'est comme ils en ont tellement pas parlé que comme elle a tout intériorisé. En fait, moi, c'est comme ça que je le vois. Et maintenant, tu sais, elle commence à se lâcher. Même mes oncles commencent à me raconter des histoires horribles, by the way là. Mais je me dis, mais faut qu'ils me les racontent ces histoires-là. Commence à vieillir ces gens-là. Ouais. Fait que là, si tu commences, toi aussi étant plus vieille, si tu commences à tirer les verres du nez, il y a des chances que tu puisses soutirer de l'information. Non, c'est ça, tu sais, j'ai pas pu le faire beaucoup avec mes grands-parents, paix à leur âme, là, mais comme je sais que c'est quelque chose que je dois faire pour eux, en fait, et c'est drôle parce que c'est comme un calling, là, genre, mais je sais que je dois le faire pour eux parce que eux ont pas eu la chance de pouvoir dealer avec ça, en fait. Eux, ils sont arrivés là, il a fallu, comme, entre guillemets, survivre et, genre, comme, continuer à vivre. Oh, c'est le struggle de toute l'immigration, man, le déplacement, je t'entends, man, je relate à ce que tu dis à ma manière, man, parce que moi aussi, mon père étant turc, la guerre, Chypre, toutes ces affaires weird là, tu sais, c'est des affaires genre... Mon père m'aurait... Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à soutirer de l'information. Ah ouais, mais c'est pas évident parce que, tu sais, moi, c'était venu juste parce qu'on regardait un reportage avec ma mère sur l'Algérie et que je sentais, tu sais, comme... Il y avait comme une vibe où, tu sais, genre, elle était pas bien, en fait. Ouais. Et c'est du moment que j'ai commencé à lui dire, mais ça va, et tout. Puis là, comme il y a eu des émotions, là, genre, comme, parce que, ils sont jamais retournés et que... Ils sont jamais retournés? Wow. Mais en tant que Pieds Noirs, tu sais, on était quand même descendants de colons, là. Nous, on était vraiment... passé beaucoup de générations en Algérie, mais on venait pas de là. Alors, tu sais, puis tu connais, là, genre, c'est des histoires affreuses, hein, fait que... Ouais. Puis avec la guerre d'indépendance, etc., c'est sûr que pour eux, ça a brassé énormément. Et après, le déplacement jusqu'en France, en sachant que dans ma famille, personne n'avait mis un pied en France dans sa vie, tu vois. Et qu'ils ont été tellement mal reçus, et ça, autant les Pieds Noirs que les Algériens, que comme tous ceux qui sont venus d'Afrique du Nord, là, ils ont été hyper mal reçus par les Français. Je veux dire, comme c'est des...
Et en plus, après ça, moi, ma mère, elle voulait pas, par exemple, que je dise que j'étais d'origine pied noir. Elle a jamais voulu que je le dise. Elle m'a dit non, on ne le dit pas, garde ça pour toi, genre comme... Nos parents, man. Ouais, mais aussi parce que ma mère, franchement, je l'ai déjà vue se faire dire des trucs à côté, dans sa face à côté de moi, qui étaient vraiment pas agréables. Hein. Fait que j'étais comme, je comprenais après pourquoi elle voulait pas, en fait. Il y a beaucoup... C'était l'Algérie, là, c'est vraiment un sujet qui est complexe et qui a été comme vraiment douloureux. Est-ce que tu es déjà allé en Algérie? Non, c'est ça. Là, je suis en process de préparer ça. Okay. C'est un truc auquel ça fait des années que j'y pense. Je sais pas de la... Il n'y aura pas de bonne manière, tu me diras. Au début, je voulais y retourner avec ma mère. Mais ça, c'est un truc qui est en process aussi. Ma mère, la dernière fois, m'a dit un truc vraiment qui m'a beaucoup touchée. Elle m'avait dit... ok, peut-être que j'irai. Mais elle me dit, je veux revenir comme je suis partie. Elle fait, je veux arriver en bateau. Wow! Ouais, puis ça, j'ai des frissons quand je te le dis. Parce c'est que fucking G, ça. Ouais, J'aime ça. Yo, faites ça, man. Ouais, mais en fait, je voudrais le faire juste parce que je me dis, il y a quelque chose à guérir là-dedans. Mm-hmm. Toi, comme juste... Elle le dit à voix haute, man. C'est ça qu'elle veut faire. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme ma mère, elle a un rapport avec la Méditerranée qui est hallucinant. Elle a déjà fait pleurer des amis à moi. J'ai une amie qui est marocaine, hein, puis une fois, ma mère, elle raconte ça, qu'on avait été, tu sais, à la Méditerranée, genre comme qu'on a été à la plage et tout ça. Puis elle dit à mon amie, elle fait, tu sais, pourquoi j'aime bien aller sur telle plage? Genre, c'est une plage qui est à côté de Montpellier. Elle me dit, parce que quand j'y vais, j'ai l'impression d'être en Algérie. Ma pote, à côté, tellement sensible, genre, elle a commencé à pleurer. J'étais comme, oh mon Dieu, genre, calmez-vous. J'adore. Ouais. Comme pour te dire que tout ce qui se passe quand on est petit, des fois, on se dit, on a 10 ans, on est jeune, mais en fait, c'est imprégné en nous, là. C'est comme... Et c'est ça que je me rends compte. Des fois, je devais minimiser, peut-être parce que ma mère, elle était jeune quand elle est partie. Et en fait, je me rends compte qu'elle se souvient de tout. De ses feels, de... Mais imagine, Pauline, à quel point ça te définit quand tu viens d'un endroit puis qu'on t'enlève de cet endroit-là. Ça ne fait que faire grandir ce sentiment-là en toi. C'est quand même fou. Ah oui, non, ça c'est clair. Moi, genre, je vais te raconter quelque chose. Mon père, il a dû quitter Chypre à cause de la guerre. OK. Puis il n'est pas retourné toute sa vie. Puis il n'a pas vu son frère de toute sa vie. Okay? Wow. Évidemment, ils ont grandi ensemble quand ils étaient tout jeunes. Ouais. Ils se sont pas vus pendant genre 30 ans, 35 ans. C'est fou, ça. Okay? Puis là, mon oncle a engagé un détective privé pour retrouver mon père. Oh, wow. Fait que là, on avait une ligne maison. Dans le temps, là, on avait un landline, puis le téléphone sonne. Puis le téléphone n'était pas à mon nom, c'était au nom de mon coloc. Fait que le détective, il a fait une hostie de crise de bonne. Wow! Puis il demande Ahmet Omer. C'est le nom turc de mon père, que personne appelle mon père comme ça. Ça, c'est fou. Fait que là, mon père, il est là. Fait que je passe le téléphone à mon père. Mon père qui a genre 73 ans, là. Il avait genre, I guess, 65 ans à l'époque. Il commence à pleurer. Oh my God. Fait que là, moi, je suis fucking inquiet, genre, tu sais, je comprends pas ça. Mon père, il pleure devant moi, mais tu sais, genre, là, il pleurait weird, genre. Fait que là, finalement, je finis par comprendre que, genre, c'est un détective qui dit, écoutez, j'ai été engagé par Yilmaz Samle pour vous retrouver, blablabla. Puis là, genre, c'est comme un big deal. Fait que là, finalement, longue histoire courte, je finis par convaincre mon père qu'il faut qu'on retourne en Turquie. OK. Puis là, genre, on arrive à l'aéroport, puis genre, mon père a vu son frère. Ah, j'ai des frissons quand tu racontes ça. C'est fou. Non, mais c'est une affaire genre de film. Là. Puis ils se sont juste vus, puis ils se sont pris par la main, puis ils se sont pris dans leurs bras comme si c'était vu hier. Ah, c'est trop Là, beau. les deux se mettent à pleurer, genre. Puis là, tu vois mon oncle qui lâche pas la main de mon père, tu sais. Ouais, je te dis, ça me choke up aussi, tu sais, mais genre... ça les définit, ces gens-là. Ouais. Toutes ces expériences-là. Ouais, parce qu'ils ont perdu tellement d'amitié. Moi, je pense à... Ouais, d'amour. Ouais, d'amour. Ma mère, elle me raconte ça. Elle me dit, tu sais, tous mes camarades de classe, je les ai jamais revus. En fait, du moment qu'ils sont montés sur le bateau, ils sont partis ailleurs. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu te dis, bah ouais, il n'y avait pas Facebook. Donc, ma mère m'avait montré ça. Ils ont des groupes en ligne de pieds noirs pour essayer de se retrouver. Je trouve ça comme... Tu sais, retrouver tes voisins de l'époque. Non, mais tu passes ta journée à pleurer là, quand t'es là-dessus, là, mon Dieu. Ouais, c'est trop intense. Puis tu sais, moi j'ai une tante, elle était vachement plus vieille aussi, elle avait comme 18 ans quand elle a quitté. Fait qu'elle aussi, c'était comme ta vie là, et t'es là, genre comme, alors tout refaire,
Puis je parle même pas de mes grands-parents parce que ça, c'était un autre niveau, là. Ouais, ça. Ouais, eux, là, comme... Nos grands-parents, ils savaient faire des bonnes guerres, là, tu sais. Mais c'est... Moi, mon grand-père, je pense que lui, ça lui a détruit sa vie, tu vois. Genre, comme jamais il a été pareil après. C'est comme, c'était pas possible. Puis, tu sais, après ça, genre, ces gens-là, ils ont des enfants. Ces gens-là nous ont eu, nous, tu sais. Ouais. Nous autres, on est là, man, puis tu sais, pour bookend, tout ça, tu sais, c'est inévitable que, genre, dans nos quêtes créatives, genre, tu sais, our self-expression and self-discovery, genre, it's all coming out, tu sais, eventually. C'est ça. Fait que moi, tu vois, c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Ouais, que je le veuille ou que je le veuille pas, c'est vers là que je m'en vais. Et c'est cette histoire-là aussi que j'ai envie de raconter. Puis je pense qu'elle est vachement plus large que même moi, tu vois. Tu sais, comme si je te le raconte, toi, tu vas relate aussi sur ça, tu vois. Genre, il y a comme quelque chose qui est profondément ancré dans... C'est humain. Ouais. C'est humain, man. Puis, ouais, absolument. Mais Pauline, man, c'est fucking cool, puis j'ai hâte à la suite, man. J'ai hâte que tu dévoiles tout ça, puis que tu continues à travailler là-dessus. Puis je te le dis ici, man, si jamais t'as besoin de quelque chose, t'as besoin de musique, t'as besoin d'un contact, yes, holla at your boy. C'est beau. Mais Pauline, man, ça fait déjà 1 heure, fait que je vais arrêter le supplice pour les auditeurs. Merci, man, je suis content qu'on ait fait ça. Après genre 5 ans d'être voisins comme ça. J'avoue. Je vous souhaite bonne semaine, les amis. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye, Pauline. Merci, bye. Yo, j'ai oublié de faire un gros shout-out à Bueller pour les beats, mon gars. You know what it is. Merci, G.